Donc, let's go, on y va. Donc, comme d'habitude, hein, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être revisitées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature. N'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. Donc on commence avec ce beau jeune homme qui a fait un nouveau record. Pourquoi ? Parce que on lui avait implanté en 2015 une puce électronique et c'était un des premiers hommes à avoir ce qu'on appelle une interface homme-machine. D'accord ? Alors cerveau-machine pour si vous voulez encore plus de précision. Et ça fait 7 ans que son interface est active. D'accord ? Et donc c'est un nouveau record. Et c'est quand même quelque chose de clé. Pourquoi ? Parce qu'on vous parle souvent de l'humain augmenté, ce genre de choses. Donc en vous disant, on va vous mettre des puces dans le cerveau et tout. Mais il y a un défaut à ça. C'est qu'une puce, ça a une durée de vie. D'accord ? Généralement. Vous vous souvenez, l'iPhone, vous l'avez dans votre poche. Tous les 4 à 5 ans, vous le changez. Et encore, si vous êtes vraiment consumériste, vous le changez tous les 2-3 ans. D'accord ? Voire tous les ans pour les plus consuméristes. Mais comme Apple en sort pas un tous les ans, enfin maintenant plutôt un tous les 18 mois, voilà, on est tranquille. Mais passons. La problématique, c'est qu'on peut pas s'amuser à vous ouvrir le crâne tous les 18 mois pour vous mettre une nouvelle puce. Comprenez bien que aller mettre une puce dans le crâne de quelqu'un, c'est se mettre face à d'énormes problématiques. Les risques de contamination, les risques de saignement, etc., etc. Et enlever une puce pour remettre une puce dans le cerveau, autant vous dire que c'est un travail complexe et que moins on le fait, mieux on se porte. Et depuis le début, parce que ces interfaces homme-machine existent depuis assez longtemps. Et on en parle assez souvent. On en parle pour redonner la vue aux aveugles, on en parle pour ceux qui sont tétraplégiques, etc. Le principal problème de ces interfaces homme-machine, c'est donc leur durabilité. Pourquoi ? Parce que si elles ne sont pas durables, vous devez intervenir très souvent. Et si vous devez intervenir très souvent, forcément, la machine perd de son intérêt et de manière plus qu'importante. D'accord ? Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on commence à voir les premières interfaces homme-machine qu'on a installées dans les années 2015, 2016, 2017, qui commencent à avoir un certain temps et qui sont toujours actives. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que déjà, les puces qu'on avait à l'époque ne sont pas du niveau des puces qu'on a maintenant. Ni sur la miniaturisation, ni sur leur méthode de fonctionnement, etc. Mais vous pouvez vous dire que en gros, c'est chez les scientifiques, si les puces qu'on a installées chez par exemple Nathan Copeland, qui est un Danois, d'accord, on arrive à les faire tenir 15-20 ans, on est quasiment sûr, dans les 5 à 10 ans qui viennent, d'avoir des puces qui tiendront toute la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous êtes tétraplégique, on vous mettra une puce et ça ira probablement jusqu'à votre mort, sauf problématique de la puce, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de chercheurs et de médecins avaient des doutes sur le fait que le fait d'avoir une puce dans le cerveau pouvait provoquer des déformations, des cancers et ce genre de choses. Et là, on commence à avoir des cohortes. Alors, c'est très limité, hein, encore une fois. Des gens qui ont des interfaces homme-machine depuis plus de 5 ans, de mémoire, sur la planète, il y en a 15. Vous vous rendez bien compte que la cohorte est plus que petite. D'accord ? Mais plus vous allez en avoir, plus on va pouvoir savoir une chose, c'est est-ce que si on vous met un implant dans le cerveau, est-ce que vous développez des cancers, ce genre de choses ? Est-ce que vous avez plus de chances d'en développer ou pas ? Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet de faire énormément de choses. Là, par exemple, pour le monsieur en l'occurrence, ça lui permet de piloter son fauteuil, ça lui permet de jouer à des jeux, ça lui permet de faire beaucoup de choses, parce que à travers sa pensée, son environnement informatique va répondre à son besoin. Et donc ça, c'est quand même clé.
C'est clé pour plein de choses. C'est clé déjà parce que tous ceux qui ont des accidents de voiture et qui finissent tétraplégiques, etc., bah, ces gens-là, on peut les aider. Et c'est clé aussi parce que c'est la phase numéro 1. Si vous voulez, vous êtes face à des gens qui peuvent rien faire et qui ont une vie qui est vraiment très compliquée. Donc les agences autorisent à ce qu'on fasse des tests parce que ces gens-là, ils sont très proches de rien pouvoir faire et donc la vie est plus... j'aime pas dire intéressante, mais la vie est tellement complexe que dès qu'on peut leur apporter un petit peu de nouveauté et des choses qui leur permettent d'avoir un peu plus d'autonomie, on se permet de le faire, même si le risque est grand, parce qu'on juge que le gain psychologique, etc., est plus important que de se dire que peut-être, bah, au lieu de vivre 60 ans, il va vivre 50 ans. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout ce savoir qu'on accumule sur les interfaces homme-machine à travers ces gens-là, c'est du savoir qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Et donc à ce moment-là, vous avez énormément de choses. Il faut rentrer dans des trucs de science-fiction, hein, parce que vous allez Elon Musk avec Neuralink, etc. C'est encore un domaine académique qui est au tout début du travail. Mais c'est un domaine sur lequel il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Et moi, je pense que c'est un domaine qu'il faut grandement surveiller parce que c'est vraiment un domaine qui peut avoir un sens extrêmement important et qui peut laisser de la place à des futurs titans du médical. Pour moi, c'est un peu la même chose que tout ce qui est les robots de chirurgie il y a 10 ou 20 ans. C'était le début, les gens y croyaient pas, etc. Et là, c'est vrai que tout ce qui est le traitement de pathologie à travers de l'ingénierie, d'accord, et d'aller mettre des puces qui vont permettre de revoir, d'aller bypass des problématiques humaines à travers l'ajout d'une composante entre guillemets cybernétique, c'est vraiment des choses sur lesquelles il y a quand même énormément d'avenir et ça peut aller très loin parce que si vous voulez, le cœur artificiel de Carmat, c'est quand même un cœur cyber, donc vous pouvez dire que c'est un ajout cybernétique et vous voyez bien que le cœur y va. Alors effectivement, il y a eu énormément de problèmes, il y a plein de choses qui sont qui posent question, d'accord, mais vous voyez que de plus en plus on rajoute des parties cyber aux humains et ça c'est un domaine qui vraiment à mon avis dans les 10-20 prochaines années va vraiment exploser de manière plus qu'intéressante. On a Rocket Lab aussi qui veut lancer une mission de recherche autour de Vénus et qui veut aller capter des signes autour de Vénus et qui veut aller récupérer des échantillons. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Rocket Lab, on en avait parlé, c'est ceux qui avaient réussi à récupérer leur roquette en plein vol avec un hélicoptère. Alors je vous avais dit à l'époque que l'avantage de Rocket Lab, c'était que la roquette était beaucoup plus petite que celle de SpaceX, etc. D'accord. Et donc ça c'est intéressant. Et là ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait Rocket Lab nous dit qu'ils veulent autofinancer une mission pour aller sur Vénus et aller récupérer des éléments de matière, etc., les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que vous vous souvenez que je vous disais en début d'année que ce qu'on voyait un petit peu dans le spatial maintenant, c'était quelque chose qu'on commençait à voir dans le nucléaire un petit peu, et que surtout on était passé d'un spatial qui était avant tout réservé aux États à un spatial qui était maintenant plutôt ouvert à énormément d'acteurs privés, et qui avait un peu une course à celui qui irait le plus loin, et que ce système un peu de vous voulez toujours être le meilleur, vous pousse à quand même faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que est-ce que Cristiano Ronaldo aurait été Cristiano Ronaldo s'il n'y avait pas eu Messi comme joueur en même temps? C'est pas sûr. C'est le fait que Messi pousse Cristiano Ronaldo à être toujours le meilleur possible que Cristiano l'est devenu, et vice versa. Donc cette concurrence que vous avez dans l'économie de marché et cette concurrence qu'on voit émerger dans le secteur du spatial, elle est considérable et elle est vraiment très 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 intéressante, hein. Surtout qu'en plus on est sur des hypothèses de lancement qui sont assez intéressantes, parce que l'hypothèse du premier lancement c'est mai 2023, le créneau suivant pour y aller ça serait 2025, donc est-ce qu'ils vont réussir en 2023 ou pas, c'est une question, mais effectivement on pourrait apprendre énormément de choses
Et l'apprentissage qu'on aurait en allant sur Vénus, il est considérable. On a fait des progrès massifs en s'approchant de la Lune. Et donc là, on pourrait avoir la même chose. N'oubliez pas qu'avec notre nouveau télescope, on est en train de faire des progrès massifs en physique et en chimie, avec beaucoup de nouvelles questions, beaucoup de nouvelles interprétations à faire. Et que c'est toujours la même chose. C'est l'académique et la recherche académique qui précède l'évolution technique que vous allez voir dans les entreprises classiques et dans les biens et services que vous allez utiliser au quotidien, si vous voulez. Et cette évolution, ces pas de géant qu'on est en train de voir dans l'académique sont quand même excessivement puissants depuis 5-6 ans. Et je pense qu'ils vont avoir une répercussion sur l'économie de marché et sur les produits des entreprises dans les années à venir. C'est pas tout de suite, hein. Il faut laisser du temps, il faut encore 5, 6, 7, 10 ans peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger et qui sont excessivement puissantes. Donc la même chose, vous vous souvenez que les fois précédentes, on avait beaucoup parlé de vertical farming, comment ça s'appelle, de viande faite en laboratoire, etc. Et on en avait beaucoup parlé. Et cet été, j'ai reçu plusieurs mails de personnes qui me disaient non mais tu te rends compte, la terre pourra pas nourrir tout le monde, c'est la fin, ce que tu dis ça n'ira pas assez vite, etc. Et qui m'ont dit tu te rends pas compte, bon, enfin tout le tralala que j'entends assez souvent, qui au final n'est pas forcément faux. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement la manière de cultiver actuelle ne va pas pour une planète qui serait 10, 12, 15 milliards d'habitants, ça c'est clair. Même à notre nombre d'habitants actuel, je pense que ça va pas, parce qu'on déforeste au Brésil, etc. et que c'est pas une bonne chose. Par contre, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est là, la donnée. Là, vous voyez les terres cultivées. Donc vous avez suivant les différentes études. Donc l'ONU, le HIDE et le Taylor and Rising. D'accord ? Bon, les études sont pas toutes d'accord. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est la courbe. Vous voyez que des années, en gros, 1750, allez, on va être plus gentil, 1700 jusqu'à quasiment les années 2000, c'est une hausse vertigineuse. Qu'est-ce qui a fait que l'humanité a été capable de répondre à la demande et à la croissance ? C'est que les terres cultivées ont explosé. Et l'explosion est considérable. On est passé de un peu moins d'1 milliard d'hectares à un peu plus de 5 milliards d'hectares. Et la planète Terre, elle est finie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter des hectares, c'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord ? Par contre, vous voyez quelque chose de marrant, c'est que depuis les années 2000, les courbes des 3 groupes de recherche descendent. Vous voyez ? Là, ça descend un petit peu, là, ça descend un petit peu, là, ça descend un petit peu. Et pourtant, la production globale, on a pris là l'exemple des fruits, mais c'est la même chose avec les graines et avec d'autres choses, elle monte. 200 millions de tonnes, 800 millions de tonnes. Et si on compare dans les années 2000, dans les années 2000, on était à 580 millions de tonnes, à peu près, 590, d'accord ? Et on est passé à 800. Alors que les terres cultivées n'ont pas progressé. Donc on a fait ce qu'on appelle de l'optimisation. Et ça, c'est ce que je vous rabâche toute la journée, toutes les semaines ici. Et pourquoi je le rabâche ? Je le rabâche pas parce que je suis un chantre de l'économie de marché, ce genre de choses, et que je veux qu'on consomme toujours plus de fruits, etc. Enfin, bon, une fois que vous avez consommé 4 bananes dans la journée, vous êtes plein. Le but, c'est pas de vous en faire consommer 42. Par contre, effectivement, le but, c'est que tout le monde puisse consommer autant de fruits qu'il en a envie. Ça, déjà, c'est le but. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des fruits en nombre, et il faut qu'il y ait un prix qui soit le plus bas possible. Et une qualité la plus haute possible. Parce que si le prix est bas mais que la qualité est pourrie, c'est pas très intéressant pour le commun des mortels. Et trop souvent, ce que j'entends, c'est les gens qui disent bah ouais, mais c'est pas possible, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on mange moins, qu'on machine, etc. Alors déjà, manger moins, c'est une bonne chose parce qu'on mange trop. Ça, globalement, on est quasiment tous d'accord pour le dire. Donc il y a déjà un effort à faire là-dessus. Mais je pense pas que cet effort sera un effort qui sera suffisant à long terme. Par contre, ce qu'on doit voir, et ce qui est quand même vachement intéressant, c'est notre capacité avec
un nombre d'hectares qui est le même, de produire plus. Alors là, on va encore revenir sur la même chose. C'est-à-dire, je vais me retrouver avec des gens qui vont me dire oui, mais ça se fait en mettant plus d'engrais, plus de flotte, etc. Donc, en fait, on hypothèque nos rendements des hectares de long terme pour un rendement court terme. C'est partiellement vrai. C'est-à-dire qu'une partie des rendements est due à des intrants chimiques nouveaux qu'on a mis en place ces 50 dernières années, qui ont permis de booster les rendements. Et qui ne sont pas forcément des bonnes choses à long terme. D'accord ? Ça, c'est clair. Et il faut éviter de trop consommer ces intrants chimiques. Sur l'eau, ça, c'est la même chose. Effectivement, on arrose beaucoup plus qu'avant, donc les plantes poussent mieux. Donc voilà, la question c'est, est-ce que la manière dont on arrosait massivement ces dernières dizaines d'années était la manière optimale d'arroser pour qu'on ait la plante qui grandit le mieux? Bah pas du tout. On se rend compte que par exemple beaucoup de fermes, surtout aux États-Unis, on s'en rend compte, les grandes fermes que vous voyez aux États-Unis, avec les grands jets d'eau qui arrosent n'importe comment la terre, eh ben il y a certains agriculteurs américains qui se sont rendus compte qu'en faisant du goutte à goutte sur la terre et dans la terre, on pouvait consommer 4-5 fois moins de flotte et avoir exactement la même teneur en flotte dans la plante à la fin. Pourquoi? Parce que quand vous arrosez toute la terre adjacente à la plante elle peut s'en foutre. Elle a besoin que ça soit arrosé optimalement, déjà au bon moment dans la journée, ce qui n'est pas forcément la même chose pour la plante qui est face au soleil, celle qui est derrière, suivant la typologie de plante, etc. Donc tout ça, ça demande des connaissances pointues en informatique pour pouvoir savoir en temps réel ce que la plante va vouloir à quel moment. Parce que ce dont elle a besoin le lundi n'est pas forcément ce dont elle va avoir besoin le mardi ni le mercredi. Et croire que l'homme ou que l'agriculteur est capable de le définir, non. Non, pour le définir, il faut de la data, il faut savoir à combien les sols sont humidifiés, etc. Et là, c'est la même chose. C'est comme ceux qui vous disent, il vous suffit que vous parliez avec un médecin pour qu'il sache ce que vous avez. Bah non, il faut que vous fassiez des tests sanguins, etc. Et qu'il ait de la data, le médecin. Qu'après, on dise que la machine ne peut pas interpréter toute seule la data, on est d'accord. Mais déjà, il faut mettre des machines pour extraire de la data. C'est déjà l'étape numéro 1. Et ça, c'est une étape que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas encore fait. Et ça, je vous le dis souvent, je l'ai déjà dit plein de fois, je pense que par exemple, un métier qui va devenir un métier d'ingénieur, c'est agriculteur. Dans les 20-30 prochaines années, les agriculteurs seront des ingénieurs. Parce qu'il y aura des mécanismes pour récolter automatiquement, parce qu'il y aura beaucoup de big data, de contrôle des données, etc. Et ce seront des vrais ingénieurs agronomes avec une composante de gestion en robotique et en data. Et ça, on peut vouloir se dire que c'est mieux d'avoir le petit paysan qui connaît sa terre et qui bêche un petit peu tout seul et tout. Ça c'est beau, mais ça marche pas et ça nourrira jamais 10 milliards de personnes. Et même si on fait tous des efforts pour manger moins, ça marchera pas. D'accord? C'est beau dans l'esprit. C'est peut-être joli quand on va en vacances dans une ferme bio où tout est fait à la main. Mais la vérité, c'est que ça n'a aucune capacité de répondre à la demande globale. Aucune. Ou alors, il faut que vous divisiez le nombre d'humains et que vous reveniez sur ce qu'on avait dans les années 1900, ce genre de choses. Alors là, je vous souhaite bon courage, parce que quand il va falloir définir qui a le droit de faire des enfants, pas le droit de faire des enfants, combien vous avez le droit de faire d'enfants, etc., qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre, on rentre dans quelque chose de compliqué. On a déjà du mal à définir si une bagnole, elle doit plutôt écraser un papy de 80 ans ou un enfant de 5 ans si elle doit faire un accident parce qu'elle est autonome. Alors quand vous allez devoir définir qui a le droit de faire des enfants, pas des enfants, pourquoi, le pourquoi du comment, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est que c'est le début de l'histoire. Là, on fait la première étape. C'est l'étape, on pousse le nombre d'hectares qu'on cultive. Là, on fait la deuxième étape. D'accord, qui a duré beaucoup moins longtemps. À peu près 50 ans, 60 ans. On augmente le nombre d'hectares sur lequel on produit, mais surtout on met des intrants chimiques. Et on arrose les plantes. Et on met aussi des moissonneuses, des machins qui nous permettent de mieux travailler la terre, etc. On mécanise un peu. On va faire simple. Dans les années
1920, 1981, jusqu'à peu près 2000, on va dire, alors 80 ans, entre 60 et 80 ans, on mécanise la terre, d'accord, et on crée une industrie de la chimie, des engrais, etc., qui permet de pousser la création des plantes, d'accord. Ça, c'est l'étape, et vous voyez que l'étape, elle est quand même au final pas si importante que ça. C'est-à-dire que ça nous permet de passer de là à là, d'accord. Bon, alors si vous regardez en production, c'est quand même important parce que si on prend l'exemple des fruits, ça nous permet quand même de passer de 590, on va dire, à 880, ce genre de choses. Donc c'est pas un doublement, mais on va dire c'est une amélioration de 60-70% des rendements. C'est important, mais à l'échelle de la planète, c'est pas non plus considérable. Mais surtout, quand vous êtes ici, moi je vous dis une chose, c'est que la capacité de production qui va arriver dans les années à venir, elle va être considérable. Pour plein de facteurs. Déjà parce qu'il faut savoir une chose. Une grosse partie, à partir de là, jusque là, de la hausse du nombre d'hectares travaillés, vient de deux choses. Les biocarburants et le fait qu'on mange plus de viande. Parce que notre manière de produire de la viande, c'est on utilise les sols pour produire des céréales qu'on donne à manger aux bovins, on tue le bovin et on a de la viande. C'est un phénomène à plusieurs étapes. Si demain, au lieu d'utiliser à chaque fois des bovins élevés, vous commencez à en avoir qui sont faits en laboratoire, bah, en laboratoire, vous avez plus besoin des graines, vous avez plus besoin des céréales. Donc toutes les terres qui sont cultivées pour être des céréales, bah, déjà, ça devient des céréales qui sont libres. Vous pouvez en faire autre chose. Soit vous pouvez en faire des biocarburants, soit vous pouvez les utiliser pour en faire des céréales, soit vous pouvez rendre des terres à la nature, etc. Donc le gain qu'il va y avoir dans les 30-40 années qui vont arriver en rendant la viande de plus en plus industrielle et créée en laboratoire, pour l'industrie agroalimentaire, il est considérable. Aussi bien en libération de tonnes de graines et de céréales qui vont plus être exploitées, que en nombre d'hectares qui n'auront plus à être exploités. Les deux vont être vraiment importants. Là, vous avez les choses, donc vous voyez, c'est le seul secteur où vous voyez toujours une progression, c'est les céréales. Vous voyez que on est toujours en hausse et on n'a toujours pas eu le phénomène inverse, et ça, c'est à cause de notre consommation de viande. Alors déjà, on peut consommer un peu moins de viande, et ça aura un impact assez fort sur ce secteur-là, et la viande de laboratoire aura un impact très fort. Mais les autres secteurs, comme par exemple les fruits, bah là vous avez tout ce qu'on appelle le vertical farming, dont on a beaucoup parlé. Avant les vacances, on avait parlé à Dubaï de la plus grande ferme de vertical farming au monde, qui devait permettre à Emirates, oui c'est ça, à Emirates Airlines, de faire ses repas avec des végétaux qui seraient cultivés dans le désert des Émirats Arabes Unis. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte moins cher, ça permet de tout avoir au même endroit, et en fait, si vous voulez, ils vont utiliser du solaire pour avoir de l'énergie et pouvoir mettre des UV pour donner de la lumière aux plantes, et au niveau de l'eau, ils vont aller pomper de l'eau de la mer, et ils ont besoin de beaucoup moins d'eau qu'avant, parce que comme ils mettent les plantes dans des tout petits pots de terre, et ben en fait, ils n'ont pas besoin d'arroser autant de terre que ça, ils sont optimisés à outrance, et donc les intrants dont ils ont besoin par rapport à une plantation classique, ils sont diminués de manière considérable. D'accord ? Et donc ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire le vertical farming, d'accord, plus la viande de laboratoire, vont contribuer à gérer cette problématique dont on vous rabâche les oreilles tout le temps en vous disant on ne pourra pas nourrir l'humanité, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, etc. Alors que, vous voyez bien, au final, là vous avez les terres agricoles qui sont utilisées en milliards d'hectares, et là vous avez la production agricole en milliards, je crois que c'est en milliards de tonnes, ou ce genre de choses. Enfin, faudrait revoir.
mais c'est quelque chose comme ça. Et vous voyez que c'est en train de progresser. Et vous voyez même que la progression s'est accélérée dans les années 2000. Si vous tracez la courbe là depuis les années 1960, votre courbe devrait faire quelque chose comme ça. Si vous la tracez depuis les années là, votre courbe devrait faire quelque chose comme ça. D'accord? Et si vous la tracez depuis les années 2000, votre courbe fait quelque chose comme ça. Et donc, on est encore en train d'optimiser les choses. Et cette optimisation a rendu possible le passage dans les années 2000 de plus de 12% de la population qui était malnutrie, d'accord, à maintenant un peu moins de 10%. Sachant qu'on a fait un rebond avec le Covid, d'accord, et que là on va continuer, on va aller retangenter les 10% parce que y a la hausse des prix, etc. Mais vous voyez quand même qu'on est dans une tendance où tout le monde peut manger de plus en plus et où l'économie a une capacité à répondre à ça. Et je pense pas qu'on arrive à un moment où ces deux phénomènes-là ne vont plus être là. Pourquoi? Parce que je pense que déjà la plupart des pays arrivent à des nombres d'enfants par femme qui se stabilisent et qui se stabilisent généralement en dessous des deux enfants par femme. Donc la population globale de la planète n'a pas atteint son pic, mais elle va l'atteindre bientôt et après elle va commencer à diminuer. D'accord? Qu'il y a quand même des réserves, c'est-à-dire il y a des gens qui consomment trop, les Européens, les Américains, même si changer une méthode de consommation, ça se fait pas comme ça et que ça se fera dans le temps long, mais pour votre santé, vous allez peut-être accepter de consommer un peu moins de viande et de vous adapter, d'accord? Mais surtout, il y a une innovation technologique majeure. Et qu'est-ce qui va être aussi intéressant? Ben, ce qui va être intéressant, c'est que vous savez une chose, une innovation technologique, elle émerge toujours quand le prix d'un bien ou d'un service augmente. Pourquoi? Parce que ça rend rentable l'innovation technologique. Et comme là, ceux qui détiennent des matières premières poussent pour que les prix montent. Voilà. L'Arabie Saoudite avec le pétrole, voilà, l'Ukraine et la Russie avec les céréales, même si c'est pas la faute de l'Ukraine, etc. Et ben tout ça, ça fait monter les prix. Et du coup, ça veut dire que tous ceux qui font du vertical farming, etc., ben, leur compétitivité s'améliore. D'accord? Et s'améliore de manière extrêmement importante. Et plus ils vont être... plus leur compétitivité ça va s'améliorer, plus ils vont avoir une taille qui va être grande, plus cette taille-là va leur permettre d'optimiser leur méthode de production, plus ça va contribuer à améliorer leur compétitivité. Et là, on est dans un changement de production majeur, où je pense que l'humanité va de plus en plus se découpler, et je vous le dis, hein, et je le dis depuis longtemps, hein, alors je vous dis pas que ça va arriver en 2 ans, etc., hein, c'est un cycle long, mais l'humanité va se découpler de façon importante des limites terrestres. Et je vous dis ça sans même aller produire sur Mars, etc. Elle va se découpler de certaines limites terrestres, tout simplement parce qu'elle va être capable de travailler en hauteur, parce qu'elle va être capable de faire du recyclage, et parce qu'elle va être capable d'optimiser de façon très très agressive ses méthodes de production. Et de façon beaucoup plus agressive qu'avant. Parce que nos méthodes de production, et ça ne concerne pas que l'agroalimentaire, ça concerne absolument tout, rentrer dans une usine et aller voir le nombre de chutes de métaux, de trucs comme ça qu'on n'utilise pas parce qu'on fait une pièce, on a utilisé une plaque d'acier et au final on a utilisé 60% de la plaque d'acier et le reste c'est que des chutes et on s'en sert pas ou on s'en sert mal, c'est considérable. Et ça existe pour énormément de secteurs. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va faire des efforts vraiment importants. Et là, en plus, en ayant un prix des matières premières et de l'énergie qui est haut, bah, cet effort, il va être rendu encore plus rentable pour les innovateurs. Donc c'est un cycle parfait pour les innovateurs parce que si avant ils avaient accès facilement à du capital, maintenant ils vont avoir autre chose qui va s'améliorer, c'est qu'ils vont avoir accès facilement à de la rentabilité. Et est-ce que c'est plus intéressant d'avoir accès facilement à de la rentabilité ou à du capital? Bah bien sûr, c'est plus intéressant d'avoir accès facilement à de la rentabilité parce que du capital, on en trouve toujours. De la rentabilité, c'est dur. Si par exemple, vous avez un projet, vous savez que extraire des, on va dire, faire de la viande de laboratoire, ça coûte 5 $ le steak et que les Américains sont capables de produire du steak normal, entre guillemets, à 3 $, vous avez un delta de 2 $,
Et si vous savez que, par exemple, il faut investir 25 milliards et produire 10 milliards de steaks avant de pouvoir baisser le prix de 5 dollars à 4 dollars le steak, et puis après il va encore en falloir produire peut-être 20 ou 30 milliards de steaks pour pouvoir encore descendre le prix, et c'est compliqué. C'est compliqué, et là il faut que le consommateur fasse un effort. Par contre, l'effet est inverse. Vous avez la même production, mais avant, le prix du steak normal, il était à 3 dollars, il passe à 6 dollars. Et le prix de votre steak d'usine, il est à 5 dollars. Bah, tout de suite, la majorité des gens qui ont un focus prix, ils vont consommer votre steak, parce que c'est leur choix optimal. Et du coup, vous allez faire du volume qui va vous permettre de faire des gains de compétitivité et de baisser vos coûts. D'accord ? Et ça, cet effet volume, c'est quelque chose de clé. Si l'industrie solaire a réussi à pousser dans les années 2008, 2009, 2010, c'est parce que le prix du pétrole est monté très haut, ce qui a rendu solvable l'industrie, enfin ce qui a rendu solvable les solutions de production avec le solaire. Et ça a permis à tout un secteur d'émerger avec une très très grande force. Et maintenant, le solaire, c'est un super secteur. Voilà. On continue du coup avec l'hebdo crypto de la semaine. Alors, cette semaine, il y a Chiliz qui est un petit peu monté, les OS. Après, tout le reste, c'était plutôt compliqué cette semaine dans les cryptos. Oasis est bien tombé, Dogecoin, le Flow, le Gala. Bon, le Step-in, ça, je vous avais mis en garde un peu avant. Le Lido DAO, il y a eu plusieurs piratages, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Au niveau de l'adoption, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Les adresses actives diminuent sur quasiment tout, sauf Dogecoin et Internet Computer. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Le number of owners progresse toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même toujours de plus en plus de gens qui sont intéressés. Vous voyez que sur Ethereum, ça plafonne. C'est redescendu et ça plafonne. Vous voyez que sur Bitcoin, par contre, c'est toujours structurellement haussier. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez que par exemple sur Algorand, c'est la même chose, c'est structurellement haussier. Sur Cardano, la même chose. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Au niveau des transferts, des volumes, bon, il n'y a pas grand chose. À part sur Algorand, où il y a eu effectivement des transferts importants. Mais sinon, voilà. Sur ICPT, il y a eu une spéculation des petits porteurs assez importantes que vous voyez à travers les daily transferts et la transfer value qui vont pas dans le même sens, etc. Sur les stablecoins, il n'y a pas grand chose. Tether est toujours un peu voilà, en difficulté. Vous voyez sur Tron, là où ils sont le mieux installés, bon, ils sont à 0,0. Bon, voilà. Globalement, la transfer value monte un petit peu, mais elle n'est pas considérable. Vous voyez que la transfer value globale de Tether, elle est à 9 milliards à peu près, alors que la transfer value de l'USDC est à 14 milliards. Donc je pense que là, on peut dire sans trop s'avancer que s'il n'y a pas de gros changements chez Tether et de problématiques chez USDC qui arrivent, il y a de fortes chances que l'USDC passe devant le Tether en 2023. C'est trop court pour que ça soit en 2022 là, je pense, mais il y a de fortes chances qu'en 2023, ça passe au-dessus. Bon, vous voyez que toujours la même chose. Sur le Binance USD, c'est la même chose. Ça continue à progresser, poussé par Binance. Bon, voilà. La transfer value, elle a été très très forte, avec des gros mouvements. Pourtant, il n'y a pas eu des daily transferts très importants. Donc, c'est les transferts moyens par ordre qui ont été un peu plus importants qu'avant. Bon, UOB, Paxos, etc. Ça, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous invite à regarder les trucs dans le temps. Mais si vous les regardez dans le temps, c'est le plus important. On continue avec Ant et Kinanga, qui est une société de Malaisie, donc qui est une banque malaisienne qui travaille sur une super app compatible avec les crypto-monnaies, qui va utiliser ce que fait Ant. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est intéressant. Alors Kinanga, ils ont beaucoup d'applicatifs différents et ils veulent rentrer dans ce système de tout recentrer sur une seule app et en faire une super app, comme l'a fait Alibaba qui détient Ant Group en Chine. Donc ça montre que créer des super apps, c'est quand même pas facile et que les géants chinois ont eu la capacité de le faire
et qu'en Occident, on a eu beaucoup moins de capacité de créer ces super apps. On est en train d'essayer de le faire, mais on est quand même en retard par rapport aux Chinois. Et les deux Chinois qui savent vraiment créer des super apps, ils s'appellent Tencent et Alibaba. Et pour moi, ça, c'est quand même un talent propre à ces deux Chinois, c'est d'arriver à incorporer énormément de services différents au sein d'une seule application. Et ça, c'est quand même ultra clé, et il y en a assez peu qui le font. Et l'autre point intéressant, et pourquoi on en parle dans l'hebdo des cryptos, c'est parce que y a la gestion des stablecoins qui va être mis par Ant, et donc il y a des spéculations sur le fait que plus ou moins, pourquoi Kinanga ferait cette super app et tout, c'est pour dire après au gouvernement malaisien, faites un CBDC, c'est-à-dire une monnaie digitalisée, je sais pas ce que c'est que la monnaie de la Malaisie, mais voilà, faites une monnaie malaisienne digitalisée et utilisez notre super app pour la pousser auprès des clients. Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant pour garder l'efficacité de la relation client et pour être indispensable à votre banque centrale. Et ça, c'est quand même une notion clé. Si vous voulez, la BCE décide de ne pas y aller en propre avec les CBDC, mais va passer par les banques locales pour pousser. Sauf que je pense que ça va être très compliqué parce que les applications de la BNP, de Société Générale et tout ça, ne sont pas des applications extrêmement performantes. Pourquoi est-ce que les Chinois ont fait un autre choix? Ils sont passés par Ant et par Tencent parce qu'ils ont dit, eux, ils savent ce que c'est qu'une application qui fonctionne, donc on va passer par eux pour faire du paiement. Après, par contre, ça a un défaut, c'est que des acteurs qui sont déjà très gros dans le digital deviennent un mécanisme de transmission de votre politique monétaire à travers le CBDC. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Après, une banque centrale qui irait éditer sa propre application et qui dirait aux gens, et qui deviendrait la banque des gens, c'est compliqué. C'était la théorie des Chinois au début, et au final, ils sont revenus en arrière en disant c'est quand même compliqué d'attirer tout le monde pour que tout le monde utilise nos propres services. Donc peut-être qu'on va passer par des gens qui ont quand même l'habitude d'attirer quasiment tout le peuple chinois sur des applications mobiles et qu'on va passer à travers eux pour pousser notre service. Donc vous voyez ici tout ce qu'il y aura dans la super app. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a les brokers, il y a absolument tous les services financiers, les services de la vie du quotidien, etc. Et donc tout ça, ils vont le mettre dans une seule application. Et donc ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que si Ant arrive à faire une application qui a du sens, etc., ça sera vraiment un gros talent. Parce que vous voyez que là, c'est compliqué, il y a énormément de choses différentes. Et la problématique quand vous voulez transformer une application en super app, c'est de garder la cohérence entre des services qui parfois sont très éloignés. Et ça, c'est très compliqué. Typiquement, vous êtes Uber, vous proposez vous proposez de venir chercher les gens. Vous ajoutez les trottinettes, les vélos, etc. C'est facile, c'est toujours de la mobilité, c'est à peu près le même métier. Vous ajoutez la livraison de repas. C'est déjà un peu différent, mais c'est facile. Mais si vous commencez à ajouter le portefeuille électronique, les crypto-monnaies, les services financiers, le fait qu'on vienne chercher votre linge à la maison et tout, là ça peut devenir un peu un fourre-tout, un fatras, et ça peut devenir compliqué. C'est ce que reprochent certains chez Amazon par exemple. C'est que Amazon Prime est devenu un fourre-tout, et qu'au final les taux d'utilisation des clients des services Amazon Prime sont pas très élevés. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement profond, il y a tellement de services, mais il y a tellement d'incohérence entre les services que les gens n'arrivent pas à utiliser tous les services. Parce que c'est trop complexe. Et ça peut être un problème de long terme. Donc il va falloir voir un peu comment ça fonctionne le partenariat entre Ant et Kinanga, parce que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour le CBDC, le futur CBDC de la Banque Centrale Malaisienne, et aussi pour Kinanga et pour Ant Group. On a aussi la Chine qui continue les tests sur le e-yuan. Donc là, ils vont permettre de l'utiliser pour acheter des billets de train, etc. D'accord? Donc ils vont le rendre disponible parce que le e-yuan actuellement en Chine, vous ne pouvez pas l'utiliser où vous voulez. Vous ne pouvez l'utiliser que là où c'est rendu légal, entre guillemets. Et donc là, par exemple, dans la ville de Guangzhou, ils vont le permettre pour payer les trajets en bus public sur 10 lignes. Donc c'est le début, d'accord? Alors pour ça, il faudra télécharger l'application eCNI
et ou alors avoir un portefeuille numérique type ce que vous avez chez Tencent ou chez Alibaba. Mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. Pareil, la ville de Ningbo qui a lancé la phase de paiement en e-CNI. Bon, pourquoi est-ce que de plus en plus de villes lancent des phases de paiement en e-CNI? Parce qu'une partie de la théorie de la Banque centrale, c'est que le transport, c'est vital. C'est une des rares choses que vous utilisez matin, midi et soir. Et c'est une des rares choses que contrôlent encore les mairies et l'État. C'est-à-dire qu'en fait, vous obligiez à aller dans un supermarché qui prendrait que le yuan numérique, c'est compliqué. D'accord? Par contre, vous dire, bah maintenant quand vous voulez prendre le bus, vous pouvez payer avec les deux et lentement empêcher de payer avec du yuan physique, plus après empêcher de payer avec les portefeuilles autres que les portefeuilles qui paieraient en yuan numérique, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus insidieux et ça vous permet de convaincre votre population d'utiliser le yuan numérique doucement dans le temps. Et ça, c'est le travail qu'est en train de faire la Chine. Et pourquoi est-ce que la Chine fait ce travail-là? Parce que je vous l'ai toujours dit, c'est un super moyen de pousser de la politique monétaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, en ce moment, vous avez des lockdowns en Chine de temps en temps. Et bien pour faire repartir l'économie quand il y a un lockdown, dans les villes qui ont déjà mis en place le e-CNI, généralement ce que la Banque centrale fait, c'est qu'elle airdrop du e-CNI. Elle va donner du e-CNI, mais attention, elle ne fait pas comme on l'a fait les Américains en mettant un chèque et en disant vous le dépensez où vous voulez. Non, elle va le tracer et dire je vous donne du e-CNI, mais vous avez le droit de le dépenser chez JD.com ou chez Meituan, la société de livraison de repas à domicile. Et donc en fait, en travaillant comme ça, vous pouvez viser certains secteurs. Et par exemple, imaginons, on va prendre un exemple. La France devient la Chine. Je le souhaite pas, mais mettons. On a un euro numérique. Demain, le Covid reprend. L'État décide qu'on continue notre vie comme avant, sauf qu'il va fermer les cafés, les restaurants et les boîtes de nuit. Parce que c'est des endroits où on est collé et où on se rencontre. Ce que l'État peut faire après, c'est dire, bah, vous avez tous un euro numérique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous donner à tous les Français 100 balles d'euros numériques. Mais vous ne pourrez les utiliser que dans 3 typologies d'entreprises. Celles qui font boîte de nuit, bar, celles qui font restaurant, et je crois bah c'était tout ce que j'avais dit. Donc en fait, bar, boîte de nuit et restaurant. Voilà. Et vous les utilisez comme ça. Et ça vous permet de cibler la politique monétaire. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand vous voulez faire repartir qu'un secteur de manière très précise, c'est quand même assez puissant. Et il y a assez peu de moyens de cibler des secteurs comme ça très précis. En France, on l'a fait à travers les chèques restaurants ou à travers les chèques vacances, etc. qui ont permis de booster certains secteurs. Mais c'est vrai que, bon, déjà c'est complexe dans la gestion, etc. C'est pas digitalisé, c'est pas digitalisable aussi fortement. Même si les chèques restaurants, par exemple, c'est en train de digitaliser à marche forcée. Mais c'est des nouveautés. On continue aussi avec les Sud-Coréens qui veulent créer une bourse d'actifs virtuels. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est des informations du journal Newspim, hein, selon des dirigeants non identifiés de brokers coréens. Donc, l'idée, c'est que les brokers coréens vont se mettre autour de la table. Et pourquoi ils vont se mettre autour de la table? Parce que Samsung Securities, qui est un des plus gros brokers, avec Mirae Asset Management, d'accord, qui est le plus gros broker de Corée du Sud, ces deux sociétés qui ont essayé de se lancer dans les NFT, etc. et qui ont essayé de recruter. Mais elles ont eu beaucoup de mal à recruter des gens pour créer un projet d'exchange, de crypto-monnaie et surtout d'actifs tokenisés. Et ça, c'est très très intéressant. D'accord? Pourquoi? Parce que par exemple, quand Binance dit je vais tokeniser des actions Tesla, etc., les régulateurs, ils n'aiment pas ça du tout. D'accord? Ils trouvent ça pas bien. Et pourquoi est-ce qu'ils trouvent ça pas bien? Parce que réglementer une plateforme comme Binance, etc., c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est des plateformes qui sont un peu créées dans des paradis fiscaux, etc., qui sont avec une multitude de sous-entités qu'on contrôle pas très bien. Et donc ça fait peur.
Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud a ouvert un appel à candidature pour faire un exchange de crypto-monnaies nouvelle génération et pour permettre à ceux qui auraient le droit de lancer cet exchange d'avoir aussi des stock tokens. Et donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que, par exemple, Samsung dit que l'idée qui arrive derrière, c'est de permettre d'accéder au marché coréen à beaucoup plus de monde. Parce que forcément, si vous voulez aller acheter en bourse à Séoul, c'est pas facile. Il faut avoir une certaine surface financière. Par contre, si vous voulez aller acheter un token qui est lancé par des Coréens, c'est très facile. Et si on cote des actions coréennes à travers des stock tokens, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant. Donc ça, c'est quelque chose qui est à suivre. Parce que la Corée du Sud est un pays qui est vraiment en avance sur les crypto-monnaies, avec aussi beaucoup de fraude. Beaucoup de fraude. Après, il y en a aussi beaucoup dans le marché boursier traditionnel. C'est un pays où il y a quand même énormément de fraude, la Corée du Sud. Donc faut pas l'idéaliser non plus. Mais par contre, c'est un pays où la population achète massivement des crypto-monnaies et est très avide de ces nouveaux segments d'investissement. Et donc s'ils arrivaient avec les brokers traditionnels à faire entre guillemets un bridge, un pont entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, ce genre de choses, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Et ces bridges, entre guillemets, entre la finance traditionnelle et les acteurs des crypto-monnaies, c'est quand même des super vecteurs de long terme pour les crypto-monnaies, de sérieux, etc. Ça donne des lettres de noblesse aux crypto-monnaies et ça les sort un peu de cet effet en dehors du marché financier classique et tout, ce qui a des avantages d'être en dehors du marché financier classique, mais ça a aussi des inconvénients. Quand vous commencez à devenir d'une certaine taille, vous ne pouvez pas vouloir être décorrélé des marchés financiers classiques. Ça n'existe pas. C'est-à-dire quand vous commencez à peser des trillions, etc. Enfin, pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir dire, nous on est dans un environnement parallèle, on vit pas dans le même monde que vous, etc. Enfin, ça c'est les fous, les bitcoins maximalistes et tous les crypto maximalistes qui sont contre toute la finance d'avant et qui veulent tout réinventer depuis zéro et qui s'imaginent plus intelligents que tout le monde et tout, alors qu'au final je pense que les problématiques des crypto-monnaies nous ont montré que le côté greedy, le côté problématique, les fraudes et tout ça qu'on a dans la finance traditionnelle, on l'a aussi dans la finance crypto. Et au final, les problématiques sont les mêmes et c'est bien normal parce que les utilisateurs sont les mêmes, c'est des humains. Donc le fait que l'humain ait envie de faire un mauvais coup à son voisin pour s'enrichir, c'est vrai dans la finance traditionnelle, c'est vrai dans les cryptos. Et je vois pas pourquoi, parce qu'on fait un projet sur du bitcoin, ça devrait être moins vrai. Alors après, on peut discuter du fait qu'il y a plus de traçabilité dans la finance des cryptos que dans la finance traditionnelle. C'est un vaste débat. Il y a des aspects qui prouvent que dans la crypto, il y a plus de traçabilité, d'autres qui en a moins. C'est quelque chose qui est assez complexe et opaque. Ça dépend aussi de avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que si vous travaillez qu'en France avec des banques françaises, bon... de la traçabilité, il y en a beaucoup. Si vous commencez à avoir des virements avec le Venezuela, etc., c'est sûr que la traçabilité, bon, c'est plus la même, quoi. Voilà. On continue avec l'hebdo du gaming. Donc, avec une action en justice qui a été déposée contre Sony. D'accord. Donc là, c'est un groupe qui s'appelle... alors, j'ai pas mis le nom, mais qui est représenté par l'expert en droit des consommateurs Alex Nail, qui attaque Sony en disant que Sony inflate les prix quand on achète un jeu sur son store et que Sony oblige les éditeurs à mettre les jeux sur le store et à passer par le store de Sony. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que effectivement, si Sony est reconnu coupable, déjà, s'ils sont reconnus coupables en Angleterre, ça peut faire effet qui est poussé sur d'autres pays, la France, les États-Unis, surtout, ce genre de choses. Donc ça peut au final coûter quand même assez cher à Sony. Et pourquoi aussi c'est intéressant? Parce que tout l'intérêt qu'il y a en ce moment du rachat de Microsoft, de Activision par Microsoft, Sony est en train de dire que c'est contre le consommateur et que ça va concentrer toutes les cartes dans un acteur et que ça va être dur pour le consommateur et que les prix vont monter.
Et en fait, tout l'intérêt de la défense de Microsoft, c'est de dire que non, le comportement anticoncurrentiel qui est en train de mettre Sony en place parce qu'ils sont en train de perdre face au Game Pass est plutôt, c'est plutôt ça qui est pénalisant pour le consommateur. Et donc ça c'est intéressant parce que ça va donner des cartouches à Microsoft. Et suivant la vitesse des procès et tout, ça peut être très intéressant parce qu'au final, la politique de défense qu'avait choisi Sony peut se retourner contre lui. Et c'est là qu'on voit que c'est compliqué. C'est que Microsoft est très agressif avec les prix, ce que les autres éditeurs ne peuvent pas faire. Donc est-ce que baisser les prix dans un secteur pour capter ce secteur, c'est une politique anticoncurrentielle? Et bien c'est assez compliqué. En théorie du consommateur, c'est assez compliqué parce que par exemple aux États-Unis, on considère que quand on baisse les prix, c'est à la faveur du consommateur. Et la méthode de pensée américaine, c'est qu'on ne réfléchit que ce qui est en faveur du consommateur. Donc est-ce que le fait que Microsoft devienne omnipotent mais baisse le prix des jeux vidéo au global est à la faveur des consommateurs ou pas? Et est-ce que le fait qu'un acteur devienne quasiment monopolistique, mais que ce monopole permette de baisser les prix, est-ce que ça le rend anticoncurrentiel ou pas? Et ça, c'est une grande question de l'internet de maintenant. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pourquoi? Parce que effectivement, on est dans un secteur, et dans des secteurs où en fait, de plus en plus sur internet, il faut une taille gigantesque pour pouvoir baisser les prix et pour pouvoir être rentable. C'est l'effet Uber, etc. Et au final, ça va en parfaite négation de la théorie de base de la concurrence européenne, qui contrairement à la concurrence plutôt américaine qui va se concentrer sur le bénéfice du consommateur, en Europe il y a le bénéfice du consommateur, mais il y a aussi la part de marché qui compte beaucoup. Et ça, la problématique, c'est que dans beaucoup de marchés maintenant, et ben en fait il vous faut une part de marché de 50, 55, 60% pour devenir rentable. Et si vous êtes en dessous, vous l'êtes pas. Les livraisons de repas, ce genre de choses, il faut soit que vous soyez un acteur très concentré sur certaines villes, soit si vous voulez être un acteur global sur un pays, il faut que vous ayez une part de marché titanesque. Et on ne peut pas se permettre d'avoir 40 compagnies qui ont une petite part de marché, parce que sinon ça ne marche pas. Et ces secteurs ne sont juste tout simplement pas rentables et ne peuvent pas continuer leur existence. Donc ça va être intéressant, parce qu'il y a énormément de choses à revoir sur la manière dont on considère l'abus de position dominante, la manière dont on considère le côté bénéfique pour un consommateur ou pas bénéfique pour un consommateur, et ça c'est des choses sur lesquelles il va y avoir beaucoup d'évolution. On continue avec les ventes de jeux vidéo aux États-Unis en juillet. Donc au niveau des ventes de jeux vidéo, bon, il y a eu une petite baisse, d'accord. Les dépenses en matériel, elles baissent de 12% à 362 millions. Les dépenses en accessoires baissent encore plus, de 22% à 148 millions de dollars. Et les dépenses en logiciel et dans les jeux vidéo sont à 3,7 milliards, en baisse de 10%. Après, le gros va se faire là parce que les gros jeux sont sortis en ce moment. Donc voilà. Au niveau des jeux, le premier jeu c'est Multiversus qu'on verra juste après. Après on a Elden Ring, Lego Star Wars, Xenoblade Chronicle qui est nouveau. Après Call of Duty, MLB, Mario Kart, Digimon et Minecraft. Et vous voyez qu'en gros vous avez que 3 jeux qui sont nouveaux et qu'après c'est des jeux qui ont quand même un certain temps et un certain âge. Donc c'est aussi normal si vous voulez le calendrier des sorties de juillet est quand même moins intéressant cette année que l'année dernière. Enfin globalement de toute façon toute l'année 2022 est moins intéressante que l'année 2021. Donc Multiversus, donc le jeu de Warner Bros qui utilise l'univers DC Comics et l'univers Nickelodeon, etc. Et qui est un Smash-like, donc qui est un jeu de combat en mode free-to-play. Vous pouvez acheter des costumes, des choses comme ça, atteint 20 millions de joueurs. C'est une très très bonne performance pour Multiversus. Il va falloir voir si Multiversus est capable de tenir ça dans le temps. Mais si Multiversus est capable de tenir ça dans le temps, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour Warner Bros Discovery, qui est quand même en grande difficulté. Et ça montre que, vous voyez, DC Comics, on en a déjà pas mal parlé pour ceux qui sont sur mes services. Batgirl, ils vont l'arrêter, ils ont perdu 90 millions pour faire le film, etc.
mais ça vous montre aussi que les licences, vous pouvez les exploiter dans des manières un peu différentes. Et là, vous voyez, ils utilisent vraiment toutes leurs licences. Les DC, vous voyez, vous avez Tom et Jerry, vous avez les Bugs Bunny, vous avez Superman, enfin vous avez absolument toutes les licences qu'ils détiennent, et c'est ça qui donne de la force à leur jeu et qui a attiré beaucoup de monde. Donc ça c'est intéressant, et ça donne toujours la vision que les licences ont quand même une valeur, et une valeur qui est loin d'être négligeable. Et du coup dans l'idée des licences, on a Embracer qui va acquérir la licence du Seigneur des Anneaux, d'accord, en même temps que d'autres studios, hein, Tripwire, Limited Run, etc., qui sont plutôt dans le rétro gaming, donc dans les vieux jeux remis au goût du jour, d'accord. Mais ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que chez Embracer, il n'y avait pas beaucoup de licences vraiment extrêmement puissantes. Il y avait un petit peu Saints Row, on va dire, God Simulator, ce genre de choses. Mais c'est vrai que des vraies licences ultra connues, comparé à ce qu'il y avait chez Ubisoft, chez EA, chez Take-Two, chez Sony, etc. Bon, il n'y en avait pas. Et vous avez une dizaine de studios qui ont à peu près des licences vraiment extrêmement puissantes qui sont connues de tout le monde. D'accord? Et là, ça permet à Embracer d'avoir une de ces licences-là et de rentrer dans ce club des studios qui ont des très très grosses licences connues mondialement. Et ça, c'est assez rare. Et en plus, je trouve que le prix payé n'est pas très cher. Au global, ils ont payé avec tous les studios, etc., 690 millions de dollars. On continue avec Disney et Marvel qui vont pousser leur jeu lors d'un événement vitrine à l'automne. Hein. Donc c'est un événement qui aura lieu le 9 septembre. Donc ça c'est quelque chose de clé. Parce que c'est vrai que la vision du jeu vidéo de Disney, on l'a pas encore très bien vue. Depuis qu'ils ont lancé Disney+, etc. Elle n'a pas été explicitée. Donc là ils ont annoncé un événement pour l'expliciter. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Parce que récemment ils ont plutôt été dans des accords de licence importants. Donc à travers les sorties de grosses licences. Donc Star Wars, Indiana Jones, Marvel, Avatar, etc. Avec des studios. Donc les studios avec qui ils ont fait des accords de licence. Il y avait Bethesda, EA, Ubisoft, PlayStation, Warner Bros et Take-Two. Donc c'est quand même, ils sont alliés à quasiment tout l'univers. Et là la question ça va être, est-ce qu'ils vont nous annoncer des nouveautés? Est-ce qu'ils vont nous annoncer des bandes annonces qui vont nous permettre de voir à peu près ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils vont nous annoncer plus de partenariats? Est-ce qu'ils vont y aller en développant eux-mêmes une branche de vidéo un peu plus solide que ce qu'ils ont? C'est des choses qui vont être intéressantes. Donc ils vont faire leur présentation lors de la D23 Expo le mois prochain. Et ça si vous êtes... Enfin, si vous aimez le secteur du jeu vidéo, si vous êtes investi dedans et si vous êtes investi dans Disney, c'est quand même une date clé. On continue avec les chiffres du streaming. D'accord. Donc globalement, ça baisse un petit peu pour les heures vues sur YouTube Gaming. Ça monte un petit peu sur Twitch. Et c'est plus ou moins stable sur YouTube. Hein. Toute petite progression. Donc voilà. Bon, ça vous montre quand même toujours la même chose. Hein. YouTube est quand même... largement devant Twitch et largement devant Facebook qui est quand même bien derrière hein, parce que Facebook on a 425 millions, enfin 424 millions d'heures regardées et pour YouTube par exemple on est à 2 800 ah non on n'est pas à 2000 oh excusez-moi je me suis trompé dans la lecture j'avais vu 2000 mais en fait c'est 280 donc c'est plus petit YouTube que Facebook. Je me disais bien, ça me paraissait bizarre aussi, ils sont lancés plus tard. Donc ça vous montre quand même aussi toujours la même chose, hein. La puissance de Twitch, c'est 4 fois, enfin ouais, 4 fois YouTube, 4 fois Facebook Gaming et pas 10 fois, ouais, 8 fois YouTube. Donc c'est quand même considérable. Quand on regarde un petit peu ce qui a le plus été vu sur YouTube et sur Twitch, donc vous voyez, bon, la catégorie Just Chatting, après League of Legends, Grand Theft Auto, Valorant, Apex, Counter-Strike, Minecraft, Slots, Dota 2 et Fall Guys qui a été mis en free-to-play et donc a fait une montée considérable. Vous voyez d'ailleurs que cette montée, vous la voyez aussi chez YouTube. Après, vous voyez que par contre, il y a des choses nouvelles. Hein. C'est pas les mêmes types de consommateurs de contenu sur YouTube que sur Twitch. Vous voyez que vous avez Monster Hunter Rise,
qui a beaucoup monté sur YouTube. Et vous voyez que vous avez Battleground Mobile India, qui est un jeu mobile. Vous avez un peu plus de jeux mobiles sur YouTube que ce que vous en avez sur Twitch. Mais vous voyez globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir au long cours les grosses licences pour se dire est-ce que ma licence elle est en train de perdre de la vitesse, etc. Donc par exemple, pour ceux qui aiment bien C-Digital, qui est une société qui est un petit peu en difficulté et sur laquelle beaucoup de monde avait parié en 2021, etc. Vous avez le jeu Garena Free Fire qui est en train de perdre du terrain. Et bah ça c'est intéressant tous les mois d'aller voir sur YouTube ce que ça fait Garena, parce que ça vous montre un petit peu la tendance de long terme, etc. Alors YouTube c'est plutôt asiatique et Twitch c'est plutôt européen et américain. C'est aussi dû à qui détient la plateforme. YouTube c'est détenu par Google et Alphabet, et c'est des gens qui sont bien positionnés en Asie, en dehors de comment ça s'appelle, de la Chine et de la Corée, où Google est pas très existant, mais sinon dans le reste de l'Asie ils sont quand même bien positionnés. Alors que c'est vrai que pour Amazon c'est quand même une société qui est avant tout occidentale et avant tout Amérique du Nord, Europe, d'accord. C'est les gros points forts de Amazon, et donc Twitch a pris un peu le même chemin. C'est d'ailleurs un des problèmes de long terme d'Amazon, c'est que ça a un focus très européen et américain, et ça s'est pas mondialisé aussi fortement que peut l'être Apple ou que peut l'être Microsoft ou Google. On a Capcom aussi qui a annoncé que Monster Hunter Rise Sunbreak, donc l'extension du jeu Monster Hunter Rise lancé en 2021, a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, alors que Monster Hunter Rise, le jeu de base, s'était vendu à 11 millions d'exemplaires, donc c'est un très bon score. Arrivé à vendre quelques années plus tard quasiment un tiers du parc, à quasiment un tiers du parc une extension, c'est quand même un très très bon score. Et on continue avec l'hebdo des marchés. Donc sur l'hebdo des marchés, on va parler des puces, parce que j'ai déjà eu le discours plein de fois avec des gens qui m'ont dit oui, t'aimes bien le secteur des puces, mais les Chinois, est-ce que c'est pas eux qui vont prendre le secteur des puces, baisser les coûts des puces et être les leaders du futur? Alors, durant l'été, il s'est passé des choses intéressantes sur le secteur des puces en Chine. Déjà, le 30 juillet, la principale institution de lutte contre la corruption a annoncé l'arrêt de Ding Wenyu, qui est le directeur général de la China Integrated Circuit Industry Investment Fund, donc le fonds d'investissement. Il faut savoir quand même que dans ce fonds, l'État chinois a mis plus de 30 milliards depuis un certain temps, depuis quasiment je crois 15 ans. Donc c'est quand même important, et au final ils en sont à pas grand chose. Ils ont dû aider Tsunxiwa Unigroup en 2020. Tsunxiwa c'était un groupe qui a eu des grandes difficultés en 2020 et qui est obligé de se restructurer. En 2015, ils voulaient racheter Micron Technologies, mais ils n'ont pas été capables de le faire parce que les Américains ont bloqué le deal. D'accord. Donc le fonds en question a investi plus de 2 milliards dans Unigroup. Au final, Unigroup n'a pas beaucoup avancé sur son cahier des charges. Globalement, tout le secteur des puces chinois a quand même beaucoup de mal, à part sur les puces bas de gamme où ils ont réussi à faire des choses. Dès que vous êtes sur un peu plus loin, c'est compliqué. Ça devient de plusieurs facteurs. Et alors là, ça va être un peu plus intéressant. C'est quoi? Et surtout, ce qu'ont fait les Américains là récemment est très très important. Il faut savoir que quand vous faites du secteur des puces, vous avez besoin de plusieurs choses. D'accord? Vous avez besoin de matières premières. Ça, les Chinois, globalement, ils sont très forts. D'accord? Même plus forts que les Américains, que les Taïwanais. Ok. Ça, ils ont compris. Il vous faut des machines. Globalement, la plupart des machines, c'est en gros deux groupes. D'accord? Donc un groupe qui s'appelle ASML, qui fait des très grosses machines, qui est un européen. Et un autre groupe qui est américain, dont je dirais pas le nom, parce qu'on l'a acheté récemment dans un de nos portefeuilles. Donc voilà, on va essayer de garder un peu de valeur pour les abonnés. D'accord? Donc ça, c'est au niveau machine. Après, vous avez deux grandes catégories. Vous avez ceux qui vont utiliser les machines, c'est les fondeurs, TSMC, etc. D'accord?
vous en avez énormément. Et le plus gros, c'était SMC. D'accord? Vous avez aussi ce qu'on appelle les design manufacturers. Donc les design manufacturers, c'est ceux qui détiennent, entre guillemets, des brevets, etc. Donc là-dedans, vous avez deux choix. Vous avez les design manufacturers qui font leur propre puce de façon très poussée, Nvidia, etc. Et vous avez les design manufacturers pour compte de tiers, donc ARM, etc. Et après, vous avez les gens qui sont ce qu'on appelle des EDA. Donc les EDA, c'est des gens qui créent des logiciels qui permettent de créer des puces. Et c'est des logiciels qui permettent de créer l'architecture des puces. Et si vous n'avez pas d'EDA et si vous n'avez pas de machine, c'est très très compliqué de faire émerger un secteur des puces. D'accord? Et dans les EDA, vous avez en gros ceux qui sont entre les design manufacturers style ARM. Donc ça c'est Cadence par exemple qui est entre l'EDA et le design manufacturer, qui est entre les deux. D'accord? Et vous avez d'autres entreprises, vous avez Siemens par exemple qui détient un logiciel d'EDA, etc. C'est un secteur où en gros il y a 4-5 acteurs, hein, c'est un tout petit secteur. Et du coup, là les Américains, ils ont mis un nouveau blocage à l'exportation des logiciels d'EDA vers la Chine et vers la Russie. Et ça c'est quelque chose de très très intéressant à long terme, pourquoi ? Parce que vous savez très bien que la Chine ne peut pas aller contre les États-Unis si elle n'est pas capable d'avoir un secteur des puces indépendant. Et la Chine n'est pas capable d'avoir un secteur des puces indépendant à cause de deux grandes choses. Elle n'a jamais réussi à avancer dans les EDA et elle n'a jamais réussi à avancer dans les machines. Donc elle peut faire les usines les plus grosses possibles, elle peut former autant de fondeurs qu'elle veut, si elle n'est pas capable ni d'avoir ses propres machines, enfin ni d'avoir ses propres logiciels d'EDA, ni ses propres machines comme fait ASML, l'industrie va nulle part. Ou en tout cas, elle sera dans la main du bon vouloir de ceux qui créent des EDA et de ceux qui créent des machines. Donc des Européens et des Américains. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors après, vous pouvez dire que, globalement, le secteur des puces est dans la main des Chinois, parce que si les Chinois décident de plus exporter leurs métaux précieux, eh ben, on fait plus de puces. Mais vous voyez que c'est un peu le système global qu'il y a, et que c'est pas si facile de copier ce secteur-là. Et donc tous ceux qui m'ont posé des questions cet été, parce que j'en ai eu plusieurs par mail, est-ce que tu penses que les Chinois vont pas passer devant, investir massivement dans les puces, et que ça peut être du coup, par exemple, rendre Taïwan moins vital, etc. Je suis pas convaincu. Je suis pas du tout convaincu. Parce qu'il faut avoir la puissance de ces EDA et la puissance de ces machinistes. Et ça va être très compliqué pour les Chinois de le faire. Ça fait 10 ans qu'ils essayent de copier ASML et qu'ils essayent de créer des EDA et ils n'y arrivent pas. Et je pense que là, le fait d'avoir viré tout le monde dans leur fonds stratégique et tout, de tout repartir à zéro, on est encore parti à minima pour un cycle de 10 ans. Et c'est pas dit que dans le cycle de 10 ans, à la fin, ils arrivent à atteindre le niveau des Européens et des Américains. Donc voilà. Bon, l'EDA, c'est un petit marché au global, hein, vous voyez. C'est un marché de 10 milliards, quand le marché des puces est de 595 milliards. Mais sans le marché des EDA et sans les EDA, vous n'avez pas le marché des puces. Donc vous voyez un peu tous les faits, et c'est ça qui est rendu très compliqué avec le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte que des micro-marchés qui sont tout petits à l'échelle de la planète, des fois qui font 2-3 milliards de profondeur, bah si vous n'avez plus ces marchés-là qui fonctionnent, si vous n'avez plus ces produits, que ce soit des matières premières, des logiciels, etc., ou si on n'est plus capable de répondre à la demande, et ben ça fait s'effondrer des marchés entiers qui sont dépendants de ces micro-marchés. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'économie de marché. C'est qu'on est tous interdépendants et qu'il suffit qu'un petit pays ait une très grosse part de marché sur un tout petit marché, mais qui est vital pour un gros marché, pour que ce pays-là, il soit très difficilement touchable. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc vous voyez, Cadence, c'est un acteur qui est entre le design manufacturing et le DA. Et vous voyez, ça valait 50 $, un peu moins de 50 $ il y a 5 ans. Et ça vaut quasiment 200 $, enfin 150 $ maintenant. Donc ça a beaucoup monté. D'accord, donc voilà. Donc c'était pour parler un petit peu des puces et du fait que la Chine, je pense, n'arrivera pas du tout à détrôner les Américains et les Européens de sitôt. Et si vous prenez le trio
enfin, allez, on va même mettre un peu plus large. Si vous prenez les 5 grands acteurs des puces, c'est-à-dire les Européens, les Américains, les Taïwanais, les Coréens et les Japonais, je pense que voilà, les Japonais sont en train de perdre un petit peu sur certains pans de l'industrie, mais ils sont quand même très forts sur des micro-marchés, etc. Je pense que ça va être très compliqué pour d'autres acteurs d'aller concurrencer ça. Aussi bien les Indiens aussi ont lancé un plan puce qui s'est révélé une catastrophe. C'est très très compliqué. C'est vraiment un domaine très compliqué et faire ça, c'est pas facile. C'est pas facile et en plus, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que les tensions actuelles sont pas propices au développement des pays comme l'Inde, la Chine, etc. Vous voyez que par exemple, le moyen porteur chinois qui était fait en partie avec les Russes, bah, il pâtit d'énormes problèmes dus à la guerre en Ukraine et ils sont en train de prendre du retard. Et ça fait quasiment 10 ans qu'en tant qu'actionnaire, j'entends parler des Chinois et qu'on me dit ouais mais le duopole comme tu vends Airbus, Boeing, il va être concurrencé parce que déjà les Canadiens et les Brésiliens vont venir avec Embraer et Bombardier et parce que les Chinois vont créer leur propre secteur. Alors les Canadiens et les Brésiliens, ils ont essayé de fusionner, ils n'ont pas réussi et finalement ils sont en difficulté, aussi bien Embraer que Bombardier. Les Chinois qui devaient arriver à faire un Airbus ou un Boeing, un groupe de cette taille rapidement, ça fait 10 ans qu'on me le vend, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas réussi et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts de réussir. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention quand on est investisseur à pas se faire trop peur sur certains scénarios qui sont quand même assez importants. Dans les résultats de la semaine dernière, bon, vous aviez CVS Health qui a fait des bons résultats dans des chaînes de pharmacie. Voilà. Ça c'est pareil. Hein. En 2019 ou 2018, il faudrait revoir, Amazon a décidé de lancer de la parapharmacie et de la pharmacie sur son site. On avait vendu CVS et tout ça en disant ils vont mourir, ils vont se faire défoncer par Amazon, c'est la fin du monde pour ça. C'était des sociétés qui avaient perdu 30% en ligne droite. Bah, 3 ans plus tard, même 4 ans plus tard, les mecs ils sont toujours là et au top de leur forme. Hein. Donc bon, voilà. Mackinson, Cigna en hausse, Alibaba pareil, Caterpillar un peu plus compliqué. Starbucks pas mal, Uber technologie pareil c'était pas mal, voilà, Amgen aussi, Cumin aussi, Advance Micro c'était pas mal aussi, Paramount c'était pas mal mais le nombre d'abonnés était pas top, Dupont c'était pas terrible, eBay c'était pas mal, Activision c'était vraiment pas bon. Yum Brand c'était pas bon mais la Chine a été fermée. Under Armour c'était pas bon. Electronic Arts c'était pas mal. Lyft, Twilio, DraftKings, HubSpot c'était pas mal. Robinhood c'était pas bon. C'était pas bon mais pas tant sur les chiffres, c'était pas bon sur les perspectives et sur le nombre d'utilisateurs encore actifs. Au global, ce qui est intéressant et ce que je veux que vous voyez, c'est que sur un nombre de sociétés, vous voyez qu'il y a quand même 3 quarts de vert pour 1 quart de rouge. D'accord? Allez, on va être plus gentil. 2 tiers de vert pour 1 tiers de rouge. Donc globalement, on se vendait l'apocalypse qui devait arriver au Q2. Vous savez, quand le Q1 est passé et quand je commentais le Q1, je disais, ce que nous disent les analystes et tout ça, c'est que l'apocalypse, il est pour le Q2. Au final, il n'a pas été au Q2. Et au final, si vous regardez les attentes des analystes entre le Q1 et le Q2, ok, elles ont été revues à la baisse, mais pas de manière considérable. D'un peu moins de 10%, donc c'est pas considérable. Alors, entre ce qui se passe entre le Q2 et le Q3, c'est beaucoup plus fort. Là, on a des attentes revues à la baisse de 20, 25, 30%. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si au Q3, on fait légèrement mieux que prévu, comme d'habitude, ce qui peut, au moment des résultats, pousser un peu le marché. D'accord ? Ou est-ce qu'on fait bien mieux que prévu? Si on fait bien mieux que prévu, ça pourrait montrer que les entreprises résistent beaucoup mieux que prévu à l'inflation, aux problématiques actuelles, surtout les grosses entreprises, et ça peut être très très positif. Donc voilà, maintenant je vais répondre à la question.
Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Je vais récupérer les questions, comme ça on va les voir. Hop là, ici. Hop là. Alors, bonjour Arthur, avec l'inflation qui grimpe, est-ce que la théorie du mammouth tient encore la route? Si toutes les entreprises commencent à couper dans le gras et limiter les investissements, le taux d'emploi va diminuer et donc faire exploser le chômage qui diminue lui-même le pouvoir d'achat et on lance une spirale négative. Bah oui, parce qu'en fait, alors la théorie du mammouth, c'est de vous dire qu'il vaut mieux investir dans une société qui n'est pas optimisée à 100%, qui est sous-optimisée, parce que si elle est sous-optimisée, elle a des pistes d'optimisation possibles et elle peut enlever des gens. Donc ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire quand vous voyez par exemple que chez Google, chez Microsoft, etc., il y a des petits fours et tout, vous vous dites que si vraiment l'économie va mal et que tout est compliqué, c'est des gens qui pourront dire, bah voilà, avant on vous payait les petits fours, on vous payait ceci, cela, bon bah maintenant on va arrêter parce que l'économie est difficile. Et comme les gens auront peur de perdre leur travail, et ben ils seront prêts à accepter des petits sacrifices comme plus avoir de pain au chocolat, de trucs comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça c'est toujours le cas. Après, est-ce que ça va compenser l'inflation? Bah ça c'est moins le cas. C'est-à-dire si c'était avant avec une optique d'inflation qui était plutôt légère, vous pouvez compenser votre optique d'inflation par de l'optimisation. D'accord? Par contre, si l'inflation commence à être à 10-15%, vous n'allez pas trouver 10 ou 15% d'optimisation dans une boîte. Ou les boîtes qui ont 10 ou 15% d'optimisation à trouver, elles sont excessivement rares. Excessivement rares. D'accord? Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une boîte qui, par exemple, va s'optimiser, mettons, de 2,5% sur sa masse salariale. Prenons par exemple Microsoft. Vous jugez que l'optimisation possible, c'est 2,5% de la masse salariale de Microsoft. Si c'est difficile maintenant, que l'économie est difficile, il y a de la crise comme en 2008, ok. Mais quand l'entreprise va repartir, elle va repartir avec sa base optimisée. Donc si elle revient au même chiffre d'affaires qu'avant, imaginons Microsoft s'est optimisé de 2,5% de sa masse salariale. Rien d'autre ne change. Le chiffre d'affaires en 2023, il s'effondre. En 2024, il revient à ce qu'il était en 2022. D'accord? Eh ben, votre marge, elle va être la même qu'en 2022, plus les 2,5% d'optimisation de votre masse salariale. Vous comprenez un peu le principe? Alibaba qui va coter officiellement en Chine. Bonne ou mauvaise nouvelle news, selon toi? C'est un premier signe qu'il va se retirer de la cote ou juste une manière d'attirer plus d'investisseurs comme annoncé? Alors je pense que c'est très difficile, c'est une volonté des Chinois. Vous pouvez très peu savoir si le gouvernement chinois a une volonté de construire une économie interne. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Chinois n'ont pas confiance en leur marché financier interne, donc ils investissent massivement sur l'immobilier. Et comme vous le savez, l'immobilier chinois est en bulle, le nombre de Chinois va commencer à diminuer, donc la grande théorie du Parti communiste chinois, c'est de se dire qu'il faut que les Chinois commencent à investir massivement sur leurs entreprises au lieu de tous acheter des immeubles. Donc, ce que la Chine est en train d'essayer de faire, c'est de rendre attractif son marché de capitaux interne. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est un pari. Les problématiques, c'est qu'ils mettent des amendes, que les actionnaires ne contrôlent pas forcément les sociétés, etc. Donc il y a énormément de problématiques. Mais moi, j'ai l'idée qu'ils sont dans un corner dans lequel, s'ils veulent vraiment que l'économie chinoise continue et qu'on arrête d'avoir une économie qui repose à 20% sur le segment du BTP, en sachant que une fois que tout le monde est logé, ça sert à rien de construire des logements, et qu'en Chine, le besoin de logement il est quand même beaucoup plus faible qu'avant, et que le besoin de logement il va être beaucoup plus faible qu'avant parce que le nombre de Chinois va diminuer, voilà, il faut qu'ils rendent attractif leur marché de capitaux, sinon ça va leur poser des problèmes. Donc moi je joue sur le fait que le Parti communiste chinois, à travers des incentives, etc., va être capable de rendre attractif son marché des capitaux interne. C'est un pari. Est-ce qu'il va se passer ou est-ce qu'il va pas se passer? J'en sais rien. Je vous dirais une chose, c'est que si la Chine n'y arrive pas, il y a de fortes chances pour que la Chine rentre en crise de très long terme. Et quand je dis de très long terme, c'est de très très long terme. Donc ça veut dire que si vous jouez sur le fait que les Chinois vont pas être capables de remettre de la confiance dans le marché des capitaux internes, ça veut dire que les Chinois vont toujours investir massivement dans l'immobilier, donc il va toujours y avoir une industrie immobilière omnipotente qui est trop grosse par rapport à ce dont aurait besoin l'économie chinoise
dans son cycle actuel de long terme. Et donc ça veut dire que vous allez avoir des crises qui vont émerger. Et quand vous avez du mal et quand vos habitants investissent massivement dans l'immobilier, quel que soit le cycle, parce que c'est la seule vision qu'ils ont, il faut investir dans l'immobilier, vous risquez d'être un peu comme au Japon. Et depuis que la crise immobilière japonaise a explosé, les Japonais ne se sont jamais remis. Donc c'est quand même un très mauvais signe pour l'économie chinoise. Donc si vous voulez parier contre l'économie chinoise, faut pas avoir des secteurs du luxe par exemple. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tous les gérants que je vois qui me disent oui, mais faut pas détenir de l'Alibaba, du Tencent et tout ça, bah à ce moment-là, s'il faut pas détenir de l'Alibaba, du Tencent, faut pas détenir non plus du Boeing, du Airbus, parce qu'il y a des avions vendus en Chine, il y en a plein. Il faut pas non plus détenir du LVMH, etc. Et bah, alors si vous commencez comme ça à faire avec des effets de domino, si vous imaginez que la Chine va s'effondrer, tout le monde s'effondre et c'est la fin des haricots quoi. Après c'est un pari. Ce pari là vous le compensez en étant diversifié. Moi en Chine j'ai deux valeurs, Alibaba et Tencent, les deux plus grosses. Les autres je les ai vendus la plupart. Donc voilà, je suis pas surexposé. Et je me dis que le gouvernement chinois, il a intérêt à ce que ça marche. Après, voilà. Hein. Et ben, je suis très content que ça t'ait plu, Antarcite. Donc, Mat, Cristiano Ronaldo, maybe AOM. Les droits de la Ligue 1 vont monter. Ou alors, je doute que Cristiano Ronaldo aille à l'OM. Mais voilà. Merci, Arthur. Très sympa la description de la chaîne de valeur des puces, avec toutes les imbrications différentes des différents métiers. P-Network. Alors j'en ai entendu un petit peu parler, mais j'y connais rien du tout. J'ai pas étudié le dossier. Donc je peux pas vous dire plus de choses que ça. Si vous voulez, on peut aller dessus voir rapidement. Mais voilà, c'est un truc... voilà, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Il y a un avis là sur Cryptonaut. Ouais, vous voyez, service client limité, moi ça me plaît pas trop ça. Hein. Ouais, ça. Je me méfie. Mais on en avait parlé il y a très longtemps. Ah ouais, c'est en 2008. C'est en 2008. Il y avait un système très agressif pour faire venir des clients chez Pi Network. Avec un système où vous donnez du bitcoin, etc. Il y avait un truc. C'était un peu un Ponzi, moi j'avais l'air. Mais ils sont toujours là. Et voilà, il y avait le minage aussi sur Pi Network. Où vous miniez avec votre téléphone, etc. Et ça permettait. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est pas rentable, ça va niquer votre téléphone. Voilà. Bon. Je peux pas donner d'avis, j'ai pas utilisé le service. Mais j'en ai entendu parler il y a quelques années. Je m'y étais intéressé vaguement. J'avais pas trouvé ça très intéressant. Alors déjà c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à survivre 4 ans. Ce qui est déjà un bon signe dans l'univers des cryptos. Parce que vous avez beaucoup de gens qui arrivent et qui ferment. Donc voilà. Après, bon, moi j'irai pas dessus. Hein. J'ai déjà beaucoup de services. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse un petit peu de temps pour voir si vous avez d'autres questions.
Le téléphone, Tesla et Mars Coin. Alors Tesla, moi, j'accroche pas du tout récemment. Je pense qu'il y a un gros risque lié à Elon Musk et qu'il faut faire attention, même si là il a été bien aidé sur son coup de Twitter. Voilà. Donc moi ça m'étonne. Et Mars Coin je connais pas. C'est quoi ça? Il y a tellement de choses maintenant, on peut plus tout connaître. C'est Mars Coin USD, c'est quoi ça? C'est là. Ah oui, c'est un truc qui a été... Ok, je vois un peu. Je vois un peu le genre. Ouais, moi je me méfierais de ces projets-là, hein. Bah, si on veut aller sur Mars et s'ils veulent des sous pour aider SpaceX à aller sur Mars, qui nous permettent d'acheter des actions SpaceX, plutôt que le truchement de ça, parce que ça, moi, enfin, je sais pas, hein, je veux pas être pessimiste, mais ils peuvent partir avec la caisse, ce genre de choses. Merci, très intéressant comme d'habitude. Et bah, je suis très content que ça te plaise, Palmarès. N'hésitez pas à partager la chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux pour qu'il y ait de plus en plus de questions, qu'on puisse faire un contenu où on met de plus en plus de monde dessus et donc on puisse vous faire un contenu de qualité encore plus exceptionnelle. Et Bolloré qui rachète 30 000 titres Nacon. Bah écoute, Bolloré fait ce qu'il veut, hein. Après Bolloré dans le jeu vidéo, ça a pas été. Enfin, il a fait un bon coup sur Ubisoft. Après, il a racheté Gameloft. Ça fait des années que ça perd de l'argent. Bon, voilà. Voilà, Bolloré, il a fait beaucoup de choses. La problématique c'est que c'est toujours la même chose en fait. Quand vous critiquez Bolloré, vous avez tous les fans de Bolloré qui viennent dire ouais, mais t'as pas fait ce que Bolloré a fait, donc c'est parce que tu comprends pas. Voilà. Bon, quand on arrive et qu'on vous dit c'est parce que tu comprends pas le mec en face de toi, bon, ça veut déjà dire que en face, il y a pas grand chose quoi. Enfin, voilà. Moi, je pense que le monde du jeu vidéo, c'est un monde vraiment particulier et que Bolloré a du mal à le comprendre. Après, à long terme, il y arrivera peut-être parce qu'il a beaucoup de moyens. Et voilà, et quand vous avez énormément d'argent, vous pouvez être gagnant à long terme sur un secteur, même si vous exécutez moins bien que les autres, parce que vous avez beaucoup d'argent. Voilà. Et parce que vous avez le temps devant vous. Ce que n'ont pas forcément les autres acteurs. C'est classique, hein. Mais ça, c'est normal. Moi, c'est la même chose. J'achète une action. D'accord ? Je sais pas, mais imaginons j'achète 200 000 euros d'une action. Je trouve que c'est une action de cool. Au bout de 3 ans, elle a rien fait. J'ai pas forcément le temps de laisser 200 000 euros, enfin j'ai dit 200 000 ou 300 000, je sais plus. Enfin 200 000 euros ou 300 000 euros sur l'action pendant un certain temps. Donc au bout d'un moment, je vais être obligé de liquider, de passer à autre chose en me disant bah j'ai pas compris ou le marché ne comprend pas, etc. Bah, si vous vous appelez Bolloré ou si vous vous appelez Bernard Arnault et tout, vous en foutez. Vous pouvez mettre 300 000 euros sur une boîte et si elle met 10 ans à exploser, mais vous en avez rien à cirer. Si vous pensez que la 9ème année elle peut faire x100, vous pouvez attendre. Et ça, c'est l'avantage d'être riche. C'est que plus vous êtes riche, plus vous êtes fort, plus vous avez du temps devant vous. C'est exactement la même chose que Google. Google, il a du temps devant lui. Il a investi massivement dans la conduite autonome, il a investi massivement dans l'intelligence artificielle. Est-ce que Atos ou une autre boîte pouvait investir comme Google dans l'intelligence artificielle? Mais bien sûr, Google investissait pas 25 milliards par an dans l'intelligence artificielle. C'était quelques centaines de millions. Le problème, c'est qu'Atos peut le faire pendant 2, 3, 4 ans, mais Atos peut pas le faire pendant 15 ans. Google, ça fait 10 ans qu'ils le font. Et tout le monde s'en fout parce que c'est tellement grand que si vous voulez, les 400 millions qui sont perdus par-ci, par... on s'en fout. On s'en fout. Et ça, c'est l'avantage des grands. C'est l'avantage même des très très grands. Et c'est l'avantage des milliardaires aussi. Malheureusement, on ne l'est pas. On ne l'est pas, nous. Donc, on peut pas se permettre d'être de la même manière. Après,
Si un jour ils le font. Alors sur Solana, ouais, l'attaque craint un petit peu. Après, la blockchain Solana est une blockchain qui se construit dans ce que j'appelle du test and learn. Ça a toujours été une blockchain qui a eu beaucoup de problématiques. Donc elle a un attrait dès le début, hein. Elle a un attrait important, mais c'est une blockchain qui a toujours vécu à travers les crises. C'est-à-dire une crise est arrivée, la blockchain a baissé, les développeurs se sont regroupés, ils ont trouvé une solution, et puis voilà, ils ont réglé le problème. Un autre problème est apparu, et petit à petit on se construit. La question là-dessus, c'est toujours la même chose. C'est que vous avez deux visions. Et comme souvent dans la vie, de toute façon, vous avez souvent ceux qui vont voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Ceux qui voient le verre à moitié plein comme moi vous disent, à chaque fois ils règlent un problème, c'est comme les Lego, on construit les Lego, et du coup c'est cool. Ceux qui voient le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, ils vont vous dire, ok, à chaque fois ils corrigent le problème et ils construisent, mais si à chaque fois qu'il y a un problème, c'est peut-être parce que la base du code et tout ça, elle est pas bonne, et elle est mauvaise, et que la base de leur projet, il est caduque, et donc que ça vaut rien. Alors après, est-ce que c'est la A ou la B la solution? Ma bonne dame, je pense que c'est très compliqué de le savoir. Très très compliqué. Parce que on peut arguer qu'il y a plein de choses qui ne vont pas sur Solana, on peut arguer qu'il y a plein de choses qui vont bien. Au global, c'est compliqué. Bien sûr, on aimerait tous qu'il n'y ait pas de bug sur Solana et que ça marche nickel chrome. Et Solana serait à 200 $ et ça serait une Rolls Royce, etc. Après voilà, quand vous avez installé les premiers Windows, c'était bourré de bugs les Windows. Les premiers ordinateurs Windows. Parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Entre le moment où vous testez une blockchain avec quelques milliers d'utilisateurs et le moment où vous êtes avec des centaines de milliers d'utilisateurs, des mecs qui viennent de partout, qui essaient de vous pirater de partout et tout ça, le jeu est plus... Enfin, le truc est pas la même chose. C'est toujours pareil, hein. Je vais vous prendre un exemple. Moi, il y a des gens qui me disent, oui, non, mais vous vous rendez compte, les voitures autonomes, vous volez un panneau stop dans la rue, vous vous baladez avec votre panneau stop sur votre sac à dos et les voitures, elles vont s'arrêter toutes les 5 minutes. Bah bien sûr qu'on peut faire ça, et bien sûr que ça rend la conduite autonome très complexe et quasiment impossible. Après, il y a des gens qui s'amuseront à faire ça, ils seront condamnés, et il y aura des mises à jour techniques qui essaieront de contrer ces gens-là. Voilà. Mais c'est le principe de la vie, hein. Dès que vous allez faire quelque chose, vous allez toujours trouver un mec qui va essayer de le détruire. Et c'est généralement toujours plus facile de détruire que de construire. La construction, c'est du temps long, avec des échecs, des choses réussies. Et puis, petit à petit, on essaye de faire quelque chose et ça marche. Après, est-ce que les gens vont s'arrêter au milieu parce que ils sont fatigués, ils ont plus confiance en eux, et puis ils se disent, bon, on n'y arrivera pas, le projet est mort, on s'arrête. Est-ce que les gens vont continuer? C'est compliqué. Alors, Kinushka, si tu débutes en crypto, déjà, je pense que quand on débute en crypto, il faut éviter d'aller sur les altcoins. Ou alors, il faut déjà bien construire son portefeuille Bitcoin, Ethereum, bien comprendre le Bitcoin, l'Ethereum, faire du stacking sur son Bitcoin et sur son Ethereum. Et quand tu commences à avoir un portefeuille d'une certaine taille sur ces deux cryptos-là, commencer à diversifier. Alors commence déjà à diversifier avec des coins qui sont liés à des projets ultra solides, genre Coinbase, pardon, pas Coinbase, Binance, FTX, Crypto.com, c'est des coins un peu solides. Et puis après, tu peux commencer à prendre un peu plus des altcoins qui ont des constructions de long terme qui sont très agressives, mais qui ont des problématiques qui leur sont propres, dont des trucs comme l'Avalanche, comme Solana, comme le Maillard, le Elrond, pardon, le Maillard c'est l'exchange, ce genre de choses comme Polygon, etc. Je pense que voilà. Et entre les deux, si tu veux, entre les altcoins et les coins principaux que je t'ai cités plus haut, t'as une notion qui est entre les deux et qui peut être intéressante. C'est ce que j'appelle les layers de Ethereum, donc tout ce qui est Polygon, etc. Et les Ethereum killers, donc tout ce qui est Solana et Avalanche, etc. Et si tu détiens de l'Ethereum, des layers et des Ethereum killers, tu peux te dire, si Ethereum arrive
à prendre de la puissance, et ben j'ai Ethereum et j'ai les layers. Si Ethereum arrive à prendre de la puissance tout seul sans les layers, et ben j'ai Ethereum. Si c'est à travers des layers, j'ai les meilleurs layers dans mon portefeuille. Et si Ethereum se fait dépasser par une autre crypto, genre Solana, etc., bah je l'ai en portefeuille. Et du coup, en diversifiant bien ton portefeuille et en construisant bien ta poche d'actifs, tu permets de te dérisquer à long terme. Alors tu vas pas capter le plus gros alpha possible du marché des cryptos. C'est-à-dire, imaginons, bah voilà, Ethereum se casse la figure, mais Solana va à 4000 dollars. Bon, bah si t'avais fait all-in Solana, forcément t'aurais plus gagné. Mais est-ce que tu savais que c'était Solana qui allait être le gagnant? T'en sais rien. Au même titre que demain Solana ça peut être le perdant, personne n'en sait rien. Donc le mieux dans ce sens-là dans les cryptos, c'est d'être bien diversifié, de construire petit à petit, d'être à l'affût des vraies nouveautés où vous voyez vraiment des tractions en termes d'usage, et des vraies tractions, hein. Pas 100 000 pignoufs qui vont sur un métaverse de guignol, et pas 10 000 tondus qui s'achètent entre eux des terrains sur le métaverse et qui font monter les prix parce que ils s'achètent entre eux les terrains. Vous voyez? Vraiment, des millions d'utilisateurs, des gens, vraiment, des gens que vous connaissez, qui utilisent. D'accord? Et qui ont une utilité du produit. Et alors là, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc bien diversifié sur les cryptos. Une petite poche dans la poche globale de votre portefeuille. Vraiment une petite poche. Bien diversifié. Et avant tout, Bitcoin et Ethereum qui doivent être le cœur du portefeuille. Voilà. Et surtout, bien mettre en stacking. Parce que si vous mettez bien dans le stacking, vous avez des rendements qui sont... allez, maintenant quasiment toujours au-dessus de 5%. Et du coup, si vous vous dites, en fait, quand vous achetez des cryptos, quand moi je dis aux gens, quand je vois des gens qui achètent des cryptos, je leur dis souvent, faut que tu te dises que c'est une poche pour minimum 5 ans, qui est le cycle minimum sur les cryptos. Tu vas stacker. En gros, si tu stackes correctement, tu vas prendre, alors ça dépend de ta crypto, mais entre 25 et 35% de rendement sur tes 5 ans, d'accord? Donc en global, tu te dis, est-ce que ma crypto, elle a des chances de valoir à minima plus de 70% de sa valeur actuelle dans 5 ans? Voilà. Et si elle en vaut moins, tu vas être lourdement perdant. Si elle en vaut beaucoup plus, tu vas être lourdement gagnant, etc. Voilà. Après, il faut laisser le temps faire. Plus tu vas laisser le temps faire et plus tu vas faire des intérêts composés, etc., plus ça va être efficace. Donc les cryptos, il faut commencer tôt dans votre vie, que ça soit un petit bout de votre portefeuille, et il faut le bâtir petit à petit. Faut pas hésiter à DCA, par exemple, les cryptos. Si vous avez peur, n'hésitez pas à DCA. Si vous vous dites, moi, par exemple, je veux construire des cryptos pour 10 ans. Voilà, vous me dites, j'ai 30 ans. Vous me dites, moi, je veux que mon portefeuille de crypto, il soit fini quand j'ai 40 ans. Et je veux voir ce que ça donne quand j'en aurai 50. Donc ça vous laisse 20 ans. Vous faites 10 ans de DCA sur les cryptos. Même vous pouvez faire un peu moins. Vous faites 50 DCA sur les cryptos, donc de 30 à 35 ans. Après, de 35 à 50 ans, de 35 à 40 ans, vous allez avoir votre première étape où vous allez voir un peu comment ça se comporte. Vous allez faire du rendement avec vos 10 ans d'intérêt sur les premières. Au pire, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours sortir un petit peu si vous êtes en gain ou récupérer les choses pour lesquelles vous n'êtes pas convaincu. Et puis après, si vous êtes convaincu, vous gardez, puis vous continuez à faire progresser. Et puis arrivé dans les années, à 50 ans, vous aurez un portefeuille qui a une assez grosse taille en crypto. Et puis à ce moment-là, vous allez travailler et vous allez voir un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Et puis voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est une bonne manière de faire. Attention, il ne faut pas mettre 100% sur les cryptos. Cette méthode-là, elle marche aussi avec les ETF, etc. Mais il faut que vous soyez diversifié, que vous ayez des cryptos, des ETF, de l'immobilier, des trucs comme ça. Il faut être multi-support. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut de la patience. Ah bah ça, l'investissement, c'est avant tout de la patience. Ça, c'est une question basique qui est la même pour tout le monde. Et ça, c'est avant tout de la patience. Et en crypto, il vous faut énormément de patience. Mais en investissement, il faut énormément de patience. Vous regardez vous regardez les fonds d'investissement, d'accord? Vous avez quelques milliardaires qui ont fait des fonds d'investissement, d'accord? Et généralement, ils pèsent tous moins de 20 ou 30 milliards. Vous regardez ceux qui gagnent énormément d'argent
et etc. C'est des gens qui détiennent des entreprises et qui les détiennent dans le temps long. Warren Buffett, etc. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi j'essaye de la faire sur Twitch aussi. C'est pour pousser les jeunes à investir. Parce que même si vous investissez très peu, mais si vous investissez 100 € sur des ETF à partir de 20 ans ou même à partir de 15 ans, et c'est pas grand chose, 100 €, c'est pas énorme pour beaucoup. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'investir 100 € par mois. Imaginons que vous investissez 100 € à partir de 15 ans tous les Noëls. C'est déjà un moyen de construire quelque chose. Et vous avez un effet composé qui va être très très puissant. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre chaîne, sur notre adresse mail. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller sur le site web et à vous abonner à la newsletter du site web. Voilà. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à partager les vidéos, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la chaîne Twitch. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et voilà. Et pour ceux qui veulent, hop, la petite instant pub. On édite New Tech Insider. Vous pouvez cliquer en bas des vidéos YouTube et en bas des vidéos Twitch. Et vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Avant, c'était New Tech Insider Europe. Cette année, on l'a fusionné avec les USA. Donc, vous aurez toutes des valeurs, que ce soit Europe, USA et tout. Et vous aurez 3 personnes, en plus d'avoir Étienne et moi. Maintenant, vous aurez en plus Ray Blanco qui fait les valeurs US avec moi. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.